Voilà, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième journée du congrès de la CIB. Nous allons débuter ce matin avec un panel consacré aux alternatives à la justice pénale et en particulier donc à la justice restaurative. En préambule, je dois malheureusement excuser l'absence de maître Dupond-Moretti qui est retenu par un procès aux assises à Bobigny, s'excuse de son absence. De même, malheureusement, que maître Catherine Jacotet-Tissot qui, bien à son corps défendant pour des raisons de santé, ne sera pas capable de participer aujourd'hui à ce panel comme cela était prévu. Mais elle m'a transmis ses réflexions à ce sujet. J'ai en revanche l'immense plaisir d'accueillir M. Antonio Buonatesta qui va intervenir dans la deuxième partie de cette matinée. Antonio Buonatesta est directeur de l'association Médiante, association qui organise depuis 20 ans maintenant en Belgique francophone des médiations restauratrices, c'est-à-dire des rencontres directes entre un auteur d'infraction et ses victimes. Il n'a pas commencé en 98, il a commencé un peu avant, même s'il n'aime pas qu'on le vieillisse, mais enfin ça fait depuis plusieurs décennies qu'il exerce en qualité de médiateur et ça a vraiment été une des chevilles ouvrières de l'introduction de la justice restaurative dans son pays, la Belgique. J'accueille également le docteur Benjamin Sayous, qui est le directeur de l'Institut français pour la justice restaurative, va nous donner le point de vue de la France par rapport à l'introduction de ces processus. L'Institut français pour la justice restaurative informe sur la justice restaurative, promeut et organise des programmes de justice restaurative, notamment en offrant des informations et des formations à ceux qui souhaitent mettre en place des processus alternatifs. Il est l'auteur d'une thèse sur la justice restaurative, aspects criminologiques et processuels. Donc on a vraiment quelqu'un qui est à la fois de la pratique et de la théorie. Et enfin, pour nous donner une petite introduction sur ce qu'est la justice restaurative et la manière dont on la met en place dans le cadre de la justice pénale, j'ai la très grande joie d'accueillir la professeure Mylène Jacou, qui est professeure à l'Université de Montréal au Canada, qui est en fait d'origine suisse, comme son nom l'indique, mais pas son accent, puisque ça fait plusieurs décennies qu'elle habite au Québec. Et elle travaille notamment sur les politiques et les pratiques alternatives en matière de justice pénale, que ce soit médiation pénale, justice réparatrice, mais aussi au rapport entre les Premières Nations présentes au Canada et l'administration de la justice pénale, et notamment au mode de règlement des conflits des populations originelles, comme elle aura sans doute l'occasion de nous en parler. Donc Mylène, je vous cède la parole. Merci. Vous arrivez à me voir, ça va? Je baisse un peu. C'est toujours la classique, comme je suis petite, donc habituellement, voilà. Bon. Voilà. Alors, merci infiniment pour cette invitation. C'est vrai que pour moi, c'est avec une certaine émotion que je retourne dans ma ville natale, que j'ai quittée en 1983. Et je remercie vraiment infiniment les organisateurs de cette invitation. C'est la première fois dans ma carrière que je suis invitée dans mon propre pays et qui plus est dans ma ville natale. Donc c'est un grand plaisir. Je vais commencer par une petite pub. Je fais partie du comité scientifique de la 10e conférence du Forum mondial de médiation qui aura lieu en juillet prochain à Luxembourg, du 9 au 11 juillet, et j'ai déposé à l'entrée sur les tables des petits dépliants, si vous voulez bien les prendre, diffuser, et puis venir nous rejoindre au Luxembourg. Ça nous fera évidemment très plaisir. Donc, voilà pour la petite publicité. Alors, voilà, j'ai pendant 30 minutes l'occasion d'essayer de mieux comprendre ce qu'est la justice restaurative. Alors, je vais voir si ça marche, les petites manettes. Voilà. Alors,
j'aimerais surtout vous essayer d'expliquer, de mieux comprendre ce qu'est la justice restaurative. Ma langue va peut-être fourcher de temps en temps parce qu'au Québec, on parle de justice réparatrice et non pas justice restaurative. Alors, ce que je vais faire dans le 30 minutes qui m'est alloué, essayer d'apporter un éclairage sur les fondements de cette justice qu'on définit souvent comme un nouveau modèle, un nouveau paradigme de la justice. Donc, en fait, je vais essayer de voir qu'est-ce que c'est que la justice restaurative, d'où elle vient, ses origines, d'essayer de mieux comprendre quand et pourquoi elle a surgi dans nos systèmes pénaux modernes, de voir quels sont ses fondements et aussi de voir quelle est la portée de cette justice. Donc, vous voyez le plan de mon intervention. On va aborder tous ces points. Rassurez-vous, je vais essayer de tenir mon 30 minutes, sinon Camille va me rappeler à l'ordre. Alors, on va très rapidement, je vais pas rentrer dans les grands débats, mais c'est vrai qu'au Québec, ça marche, oui. Au Québec, on parle de justice réparatrice. En France, je pense qu'on parle plus de justice restaurative, et en Belgique, restauratrice ou restaurative. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats. C'est vrai qu'il y a des débats sémantiques sur ces appellations-là, mais je vais vous faire fi de ces débats-là parce que ce n'est pas si intéressant que ça. C'était juste pour vous dire qu'on a des fois des appellations un peu différentes. Définir la... Il faut que je fasse comme ça. Non, il faut que je revienne en arrière. Voilà. Sur la définition de la justice restaurative, je ne vais pas tout de suite la définir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce qu'on entend par justice restaurative. Je dirais qu'actuellement, le seul consensus qui existe, c'est de reconnaître qu'elle n'est pas un mouvement qui est homogène, monolithique, et que cette justice restaurative, en fait, est traversée par de multiples perspectives. Il y a des orientations qui sont très différentes. Et c'est vrai que pour comprendre cette diversité-là, il est nécessaire un peu de reconstruire l'histoire de ce mouvement, et c'est ce que je vais essayer de faire dans ce laps de temps qui m'est accordé. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de retourner à l'histoire de ce mouvement. Et une des premières choses que l'on dit souvent, c'est ce récit des origines. Je l'appelle vraiment récit des origines parce que il y a beaucoup de promoteurs de la justice restaurative qui vont systématiquement mentionner que la justice restaurative est très ancienne et que, en fait, elle vient des peuples autochtones ou des sociétés dites communautaires ou des sociétés dites sans État. Je le mentionne parce que, pour moi, c'est un raccourci qui ne rend pas justice à ce que les premiers peuples faisaient comme type de justice, parce qu'en fait, les pratiques traditionnelles de résolution de conflits chez les Autochtones étaient beaucoup plus larges que ça et pas réduits uniquement à de la réparation ou de la restauration. Et en fait, c'est vrai que les anthropologues du droit ont bien montré que les peuples autochtones avait surtout comme objectif de rétablir l'équilibre qui a été rompu par une transgression et développait toutes sortes de mécanismes pour rétablir cet ordre qui a été déstabilisé par une transgression. Et la réparation était une forme parmi d'autres, mais à titre d'exemple, moi qui ai travaillé beaucoup avec et qui continue à travailler avec les Inuits du nord du Canada, par exemple, les Inuits utilisaient des moyens de pression psychologique pour ramener le fauteur de troubles à l'ordre. Donc, vous voyez, je donne juste cet exemple-là pour mentionner qu'il y avait beaucoup d'autres choses que de la réparation. Donc, voilà, je voulais simplement rappeler ça et, en fait, déconstruire un peu ce récit des origines de la justice réparatrice. En revanche, ce qu'on peut retenir de ce retour vers l'histoire de
des traditions, notamment autochtones, c'est qu'en fait, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a une absence d'universalité du principe de punition. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que lorsqu'on discute souvent avec des acteurs du système de justice, c'est comme si punir est une orientation, une approche naturelle, ce qui n'est pas le cas. Alors, ceci dit, l'origine, en fait, je dirais plus contemporaine de la justice restaurative, en fait, je vais rapidement simplement mentionner quelques figures clés de ce mouvement de la justice restaurative pour mentionner, par exemple, le terme en anglais « restorative justice ». Le père de ce concept-là est Albert Eglache, qui va, dans les années 70, plus précisément dans un article en 1977, mentionner que pour lui, il existe 3 modèles de justice. Une restorative justice, une justice restaurative qui est centrée sur la réparation, une justice distributive qui est centrée sur le traitement du délinquant, donc c'est ce qu'on appelle souvent la justice réhabilitative, et puis la justice punitive qui est centrée sur la punition. Alors ça, c'est un des pères fondateurs du concept même. On fait aussi référence à Randy Barnett, qui est professeur de droit à l'université de Harvard et qui est le premier à avoir introduit l'idée qu'il fallait changer de paradigme pour évoquer la nécessité d'abolir le droit punitif et le remplacer par un droit restitutif. Et c'est vrai que dans ces années-là, on commence à parler de l'idée de réparation ou de restauration, mais avec, je dirais, une notion très matérielle attribuée à la notion de réparation. Et il faut attendre notamment les travaux de Howard Zehr, 1990, dans un célèbre livre qui est un peu le livre culte de la justice réparatrice, qui s'appelle Changing Lenses, A New Focus for Crime and Justice, pour connaître une sorte d'élargissement de cette notion de réparation, pour l'élargir et dépasser la simple réparation matérielle. En fait, ce qu'on peut retenir de Howard Zehr, c'est que pour lui, le crime est un acte qui a produit des conséquences, des préjudices, et préjudices qu'il faut absolument réparer. Et ce qui est intéressant dans les travaux de Howard Zehr, vous allez voir pourquoi je tiens à le présenter en particulier, c'est que lui, d'emblée, va introduire vraiment une symétrie dans l'idée que lorsqu'un crime s'est produit, toutes les personnes présentes, liées par l'infraction ou le crime, ont besoin de réparation, que ce soit l'auteur, la victime, l'entourage et même les collectivités. Et dans ses écrits et dans ce qu'on pourrait appeler le début de l'émergence de ce paradigme de la justice réparatrice, on introduit assez rapidement une espèce de relation d'opposition entre ce que serait la justice punitive et la justice réparatrice. Alors voilà pour les figures clés. Évidemment, il y en a d'autres, mais ça donne un certain nombre de repères. Alors, je vais essayer de vous expliquer en fait comment on peut comprendre que cette justice restaurative va émerger justement, on le voit dans les années 70, on commence à parler de réparation plus matérielle. Avec les travaux de Zehr, on est vraiment dans l'idée d'une réparation beaucoup plus large, avec l'idée de la réparation plutôt psychologique, symbolique, mais aussi matérielle, bien sûr. Donc, émergence de ce paradigme plutôt dans les années 90. Mais comment ça se fait que ce mouvement va émerger? Alors, il y a en fait 2 points d'origine à ce mouvement de la justice restaurative.
Et je le résumerai de la façon suivante, c'est qu'il y a un premier mouvement qu'on peut dire un mouvement critique, et il y a un deuxième mouvement qui va arriver un petit peu plus tard, qui va se greffer à ce mouvement-là. C'est un mouvement qu'on pourrait appeler plus structurel, qui correspond vraiment à une transformation socio-politique et économique, et notamment l'avènement du néolibéralisme. Alors, si on regarde ce premier mouvement critique, en fait, je résume ici l'ensemble de ces deux mouvements. En fait, le premier mouvement est traversé par quatre, je dirais, micro-mouvements, ou en tout cas il y a quatre cibles qui sont pointées par ces mouvements critiques. La première cible, c'est en fait tout un mouvement qui va se développer en opposition au système de justice comme étant constitué en fait comme un mouvement qui renferme en fait des institutions qu'on appelle des institutions un peu totalitaires. On va commencer, et ça démarre aux États-Unis dans les années 60, se mettre à critiquer le système de justice comme étant un système qui est très stigmatisant, qui est très déshumanisant, qui est inefficace, qui est injuste, en fait, qui va surtout travailler à sélectionner les populations les plus vulnérables. Et ce mouvement critique va être en fait dirigé vers deux autres cibles, si on veut. Il y a l'idée que le système de justice doit être mis en question par son approche contradictoire, par le fait qu'il travaille surtout à produire du stigmate par le biais de la sanction punitive. Donc, c'est un système qu'il faut absolument remplacer. Alors, il y a tout ce mouvement qui vise finalement à remettre en question le modèle punitif, et il y a tout un autre mouvement à l'intérieur de ce mouvement-là qui, lui, va plutôt s'orienter vers une remise en question de la prison et de l'incarcération. Le deuxième mouvement critique est tout un mouvement qui va se développer sur, en fait, une remise en question de la place et du droit des victimes. Et en fait, on va reprocher au système de justice de mettre à l'écart la victime, de l'exclure, de ne pas tenir compte des conséquences qu'elle a pu vivre à travers le crime. On va remettre en question le système de justice. On va souvent utiliser cette expression de dire que le système de justice revictimise la victime. Et c'est intéressant, ce mouvement critique, parce que c'est vrai qu'au départ, ce mouvement-là ne va pas faire l'apologie de la justice restaurative, mais va être plutôt une source d'inspiration pour les promoteurs de la justice restaurative pour, en fait, renforcer le clou et de dire qu'il faut absolument s'occuper des personnes victimes et de leurs souffrances. Le troisième mouvement, c'est un mouvement qui va avoir beaucoup d'incidence parce que, en fait, on remet en question toute l'approche réhabilitative du système de justice. Et il y a une célèbre étude qui va sortir en 1974 aux États-Unis avec un des trois chercheurs, c'est surtout Martinson qui va être connu, et qui va, après une vaste étude faite dans les établissements, dans les prisons aux États-Unis, conclure en analysant un nombre considérable de programmes de traitement et de réhabilitation dans les prisons. Il va conclure que la réhabilitation ne fonctionne pas, et ça va donner lieu à un fameux slogan qui va être repris et qui va être vraiment qui va mettre à mal l'approche réhabilitative de la justice, et on va dire que nothing works, il n'y a rien qui ne marche. Donc voilà le troisième mouvement. Le quatrième, je le mentionne parce que m'intéressant particulièrement aux premiers peuples, aux Premières Nations et aux Inuits, c'est vrai qu'on va aussi assister à tout un mouvement de décolonisation et d'une critique en fait du système de justice qui s'est imposé aux premiers peuples et qui a imposé un système de justice occidental qui ne correspond pas du tout aux traditions autochtones. Et c'est vrai que ce mouvement va avoir beaucoup d'influence sur l'émergence de la justice restaurative, parce que ça va être l'occasion pour les Autochtones de dire qu'on ne veut pas de votre système de justice,
vous avez une conception qui est très différente de la nôtre, et ça va être l'occasion de découvrir effectivement des approches différentes. Je dirais une justice plus inclusive, une justice plus participative, et parfois aussi une justice réparatrice. Donc voilà pour le premier temps qui nous permet de comprendre comment tranquillement on va en venir à la justice restaurative. Et le deuxième mouvement, c'est ce que j'appelle un mouvement plus structurel, c'est-à-dire qu'à la fin des années 70, on va assister à une transformation, notamment, comme je l'indique ici, avec l'émergence du néolibéralisme, on va assister à un affaiblissement vraiment de l'État-providence, et il y a tout un mouvement qui va se manifester pour essayer de voir comment on peut rendre le système de justice plus efficace, moins coûteux. On assiste à une privatisation de plus en plus grande des fonctions de l'État, avec l'émergence d'une société civile très centrée sur les droits de l'individu. Et il y a une notion phare dans ce mouvement-là, c'est l'idée qu'il faut responsabiliser les gens, donc de redonner aux gens la responsabilité de tout, mais notamment dans le système de justice, c'est de leur... il y a toute une culture de responsabilisation du citoyen, donc de redonner aux citoyens la responsabilité et de la justice et de ses propres conflits. Donc c'est là qu'on assiste aussi à toute une privatisation du champ de la justice, et on va vraiment assister à ce qu'on appelle le dualisme pénal, c'est-à-dire que le système de justice où l'État va être conservé dans son maintien de l'ordre, dans l'application en fait, du droit pour les affaires les plus graves, et on va déléguer à des instances de la société civile le pouvoir de régler des petits conflits. Et c'est vrai que ce deuxième mouvement, dit structurel, va donner beaucoup d'impulsion à la justice restaurative. Mais vous le voyez déjà, et ça va être mes remarques conclusives de cette première section, c'est que à travers ces deux mouvements que je vous présente, on remarque très bien que les sources d'inspiration du paradigme réparateur ne forment pas du tout un tout cohérent. On a là-dedans des fondements, des objectifs, des mouvements qui sont pas du tout idéologiquement homogènes. Et c'est ce qui nous permet de voir, et ça c'est un peu ma thèse, d'essayer de démontrer ça, que les sources d'inspiration de ce paradigme réparateur, à travers ce que je viens de vous mentionner, permet vraiment de comprendre qu'on est face à des modèles et des orientations de la justice restaurative qui vont être très différents. Et pour essayer de structurer et de présenter ça, pour moi, il y a 4 lignes de fracture de ce mouvement de la justice restaurative. Alors, ces 4 lignes de fracture, je vais les passer assez rapidement. Elles se structurent autour de 4 grandes questions. Alors, on va un peu se chicaner d'une certaine façon sur qu'est-ce qu'il faut entendre par la notion de crime. La deuxième ligne de fracture, c'est par rapport aux objectifs de la justice restaurative. La troisième, à qui devrait profiter la réparation ou la restauration, donc les cibles. Et puis la quatrième ligne de fracture, c'est qu'est-ce que la justice restaurative devrait avoir pour fonction par rapport au système pénal. Alors j'y vais rapidement parce que je ne peux pas développer beaucoup, mais la première ligne de fracture, en fait, il y a 2 mouvements qui vont se dessiner. Le mouvement fondateur, je vous ai parlé d'Howard Zehr, qui, pour ce type de promoteur-là, notamment il y a Lod Valgrave, Howard Zehr, c'est de dire que le crime doit être déconstruit et reconstruit, donc avoir une autre conception, et on devrait définir le crime comme étant quelque chose qui a entraîné des conséquences. Et ça va donner lieu à une possibilité de réforme assez extraordinaire. Il y a surtout au début des années 2000
tout un mouvement de promoteurs, mais aussi de critiques de la justice restaurative qui vont dire non, on ne peut pas juste définir le crime comme étant une conduite qui a provoqué des conséquences. Oui, c'est une conduite qui a entraîné des conséquences, on va garder cette définition du crime, mais c'est aussi quelque chose qui a transgressé une norme. Donc, on ne peut pas faire fi du blâme et de la punition qui devrait se joindre à cette prise en charge ou cette réaction, parce qu'il faut tenir compte, en fait, des deux. C'est une transgression, mais c'est aussi quelque chose qui a entraîné des conséquences. Donc, vous voyez, il y a ici une ligne de fracture qui va donner lieu à des façons de concevoir la justice réparatrice de façon différente. La deuxième ligne de fracture, ça va être les objectifs. Quels sont les objectifs de la justice restaurative? Alors là, j'en ai mentionné quelques-uns, mais c'est vrai qu'on pourrait encore multiplier les conceptions de ça. Tout le monde ne s'entend pas, en fait, sur quels sont les objectifs de la justice réparatrice. Alors, encore une fois, la perspective fondatrice à la Howard-Zehr, c'est de dire l'objectif de la justice réparatrice, c'est réparer. D'autres vont dire l'objectif de la justice réparatrice, c'est de faire participer les parties prenantes, les parties qui ont été déstabilisées, liées par un crime. Donc, ça va être le dialogue et la participation. D'autres vont dire l'important, c'est à travers toutes sortes de processus et de mécanismes, notamment le dialogue, c'est de responsabiliser l'auteur. Donc, il y a toute une orientation de la justice restaurative très orientée sur l'idée que cette justice-là permet de responsabiliser les auteurs. Et il y en a d'autres aussi qui vont dire l'objectif de la justice restaurative, ça permet de réduire les coûts du système, ça permet de désengorger les tribunaux, le système de justice. Évidemment, vous comprenez que ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est qu'ils peuvent s'amalgamer, mais c'est vrai que je pourrais continuer à identifier d'autres objectifs, mais voilà des lignes vraiment de fracture. Troisième ligne de fracture, à qui s'adresse la justice restaurative? Et là encore, les gens ne vont pas s'entendre nécessairement. Pour certains, la justice réparatrice cible en premier lieu et avant tout la victime que l'on doit réparer, qui a le droit à l'information, a des droits dans beaucoup d'autres choses, mais que vraiment la justice restaurative est centrée sur la victime. Il y a un autre point de vue, c'est de dire la justice réparatrice doit profiter aux contrevenants. Donc, on est là dans l'idée de lui permettre de se responsabiliser, de se conscientiser. Une autre option, c'est de dire qu'il faut que la justice réparatrice soit beaucoup plus large et puisse être orientée et ciblée, en fait, et les victimes, et les contrevenants, et les proches, et la communauté ou les collectivités, bref, toutes les parties et l'entourage, et même plus loin, la collectivité. Et puis finalement, on pourrait identifier aussi ceux qui disent que la justice réparatrice doit profiter au système de justice. Alors notamment, vous me suivez, j'espère, c'est dans l'optique où on pense que la justice restaurative et toute cette justice alternative permet de désengorger le système et donc de réduire les coûts. Quatrième ligne de fracture et dernière ligne de fracture, c'est la fonction que la justice réparatrice devrait adopter par rapport au système pénal. Alors, on peut identifier une des fonctions, c'est de dire que la justice réparatrice a pour fonction de transformer radicalement le modèle punitif. La deuxième, c'est de dire que la justice réparatrice devrait être une alternative au système de justice. Et la troisième ligne, c'est de dire que la justice réparatrice devrait être complémentaire au système de justice.
Alors, je vous avise tout de suite que c'est surtout la dernière qui est, à l'heure actuelle, probablement la position dominante de la justice restaurative. Alors, tout ça m'amène à vous présenter ce schéma pour reprendre en fait tout ce qui précède. Je ne vais pas le passer. De toute façon, je pense que vous avez la synthèse de ma présentation. Mais vous voyez, ça m'amène à identifier en fait ici, peut-être qu'on pourrait développer encore davantage, mais on voit que finalement, il y a 6 modèles. En tout cas, ici, je présente 6 modèles ou 6 orientations de la justice restaurative. Alors, vous voyez, le premier modèle, c'est ce qu'on pourrait appeler la justice restaurative dite maximaliste. C'est surtout Lode Valgrave, un criminologue belge, qui a utilisé cette appellation pour dire que il faut considérer que le crime a produit des conséquences. Le moyen pour réparer, donc c'est la finalité dans cette perspective-là, est absolument pas important à identifier. On peut utiliser toutes sortes de moyens, notamment des sanctions. On pourrait même penser qu'il y a des sanctions, donc ce n'est pas uniquement par des modes de dialogue direct ou indirect. Donc, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je n'ai rien mis sous l'onglet moyen, mais que la finalité, c'est vraiment de réparer les conséquences. Et la cible, c'est les victimes, les contrevenants. Mais comme on est aussi dans l'optique de vouloir transformer le système de justice, la cible est aussi le système de justice. Et à ce moment-là, on est vraiment dans une optique d'être une justice qui est une alternative au punitif, au modèle punitif. Alors, exemple de ce genre d'orientation-là, au Canada, on parle des cercles de guérison. D'ailleurs, avec la reconnaissance grandissante des traditions juridiques autochtones, se développent des cercles de guérison qui vont être utilisés d'ailleurs dans des cas très graves, dans des cas d'abus sexuels, où le cercle de guérison va être utilisé comme une justice restaurative qui va complètement supplanter le modèle punitif. Alors, il peut y avoir des sanctions restauratives, litiges, voilà quelques exemples qu'on peut donner. Je mettrai en 2 et 3 comme exemple d'orientation tout ce qu'on peut mettre sous le chapeau de programmes restauratifs et de programmes réhabilitatifs, où là, on est vraiment en complémentarité avec le système de justice, où on considère que le crime, c'est une transgression qui a produit des conséquences, et on va privilégier comme moyen le dialogue, les récits directs, et l'objectif, c'est de réinsérer, punir, traiter. Et là, on est vraiment dans une optique de complémentarité au punitif. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une orientation très différente de la première. Alors, comme exemple, ce sont notamment les rencontres détenus-victimes ou les médiations dites restauratives. Peut-être que Benjamin aura l'occasion de nous en parler, mais on peut donner comme exemple aussi les cercles de soutien et de responsabilité qui interviennent après la libération d'un détenu, notamment dans des cas d'agression sexuelle, pour accompagner la personne qui sort de détention et le réintégrer dans sa communauté ou son quartier. La 4e orientation, vous voyez ce qu'on appelle le restauratif minimaliste, où on va considérer qu'il faut utiliser une justice plutôt participative, donc faire intervenir les gens, donc on va utiliser le dialogue, exemple la médiation, en vue de réparer, résoudre, réconcilier. C'est une orientation de la justice réparatrice qui peut se développer et en amont et à l'intérieur du système, et qui vise, donc on peut donner les exemples de médiation de quartier, de médiation sociale, mais aussi la médiation plutôt déjudiciarisée ou non judiciarisée. Et voilà une perspective qui est utilisée assez souvent, en tout cas au Québec, on utilise cette perspective-là avec la médiation notamment auprès des jeunes contrevenants, mais on l'appelle minimaliste. Pourquoi? Ça, c'est Lode Valgrave qui a utilisé cette expression pour dire que comme on insiste beaucoup pour dire qu'il faut mettre en place des dialogues directs entre auteurs et victimes, le fait que ça soit aussi appliqué à des délits de moindre gravité,
c'est minimaliste parce que le nombre de cas auxquels ce type d'approche peut être appliqué est assez restreint puisque ça prend le consentement des parties et puis que c'est appliqué souvent à des délits plutôt mineurs. Donc, c'est une justice restaurative qui peut se développer de façon plutôt minimaliste, contrairement à la première perspective. Je termine rapidement pour dire qu'il y a aussi le volet, vous l'avez compris, plutôt managérial, le versant managérial, où là, on considère que le crime est bien sûr une transgression, on y voit moins l'idée de la conséquence, mais c'est surtout une conduite qui a engendré des coûts pour le système, et il faut absolument développer des approches de non-judiciarisation et de déjudiciarisation dans le but de désengorger les tribunaux, rendre le système beaucoup plus efficace et donc d'essayer de réduire le plus possible les coûts. Et finalement, la dernière orientation, qui est une orientation de la justice réparatrice, qui est beaucoup plus une orientation dite participative, parce que l'objectif ici est de faire participer les parties, ça peut être l'auteur ou la personne victime, et je donne comme exemple de cette orientation, de cette tendance de la justice, ce que chez nous on appelle la déclaration de la victime. Souvent, les victimes peuvent, lors de la libération conditionnelle d'un détenu, participer à cette audience de libération conditionnelle en déposant ce qu'on appelle une déclaration de la victime, où elle va énoncer les conséquences qu'elle vit encore. Et les commissaires à la libération conditionnelle peuvent tenir compte de ce point de vue de la victime pour prendre sa décision par rapport à la libération du détenu. Donc, vous voyez, je donne ces exemples-là et vous allez bien comprendre que la justice restaurative, elle peut occuper des fonctions extrêmement différentes. Dans le dernier exemple, on voit très bien que, je l'ai mentionné parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que du moment où une victime participe, on est dans de la justice réparatrice parce que c'est réparateur pour elle de pouvoir participer et donner son point de vue et donc de participer au processus décisionnel. Donc, c'est réparateur. Mais vous avez bien compris dans ma présentation qu'il y a une très grande différence d'orientation parce que le dernier exemple de la justice réparatrice dans ce versant participatif peut donner lieu à un surcroît de punition ou de contraintes parce que, par exemple, la déclaration de la victime pourrait donner lieu au fait que la libération conditionnelle est rejetée par les commissaires. Donc, vous voyez que c'est une justice réparatrice qui ne donne pas nécessairement lieu à moins de punitifs. Alors, pour donner une illustration, je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, mais voyez, je vous ai présenté ici les applications de la justice restaurative au Canada et vous voyez que on a des possibilités de justice restaurative vraiment et en amont et à travers tout le système de justice. Je ne vais pas aller dans les détails. Comme vous avez ça dans vos classeurs, vous pourrez regarder ça, mais c'était un peu une illustration qu'effectivement, la justice restaurative, dans toutes ces orientations et tendances que je vous ai présentées précédemment, on le voit, peut se développer comme une forme de non-judiciarisation sous le biais de, par exemple, de médiation de quartier. Il y a aussi les cercles de guérison en contexte autochtone qui peuvent être mobilisés directement par les citoyens. La police aussi peut renvoyer à des organismes communautaires pour développer des approches de médiation. Donc, évidemment, vous en doutez que ces cas de figure apparaissent surtout dans des cas d'incivilité ou de petits délits. Et ensuite, ça progresse à l'intérieur du système où là, on peut développer des justices restauratives qui sont sous forme de déjudiciarisation avec notamment des comités de justice, ça ce sont des exemples dans les communautés autochtones, ou alors dans la loi pour les jeunes contrevenants, il y a des possibilités de développer les travaux communautaires ou la médiation
mais ça existe aussi. Il y a un article du Code criminel canadien qui prévoit qu'il y a possibilité d'un programme dit de mesures de rechange pour les adultes. Donc, vous voyez, ce sont des formes possibles de réparation, mais au niveau de la déjudiciarisation. Et quand on rentre davantage dans le système, on voit que le juge peut, d'une part, appliquer des sanctions dites restauratives. Exemple, je ne sais pas, ça va être quoi l'équivalent dans, par exemple, droit pénal suisse, mais on va donner comme exemple l'ordonnance de dédommagement. C'est sûr que les sanctions restauratives ont plus tendance à avoir un volet plus de réparation matérielle, mais mettons que là, il y a une possibilité pour le juge de donner une sanction directement restaurative. Il existe aussi la possibilité qu'un juge suspende sa sentence pour demander ce qu'on appelle chez nous un rapport présententiel, où là, il peut mobiliser différents mécanismes, les cercles de sentence en communauté autochtone, les comités de justice en communauté autochtone, mais aussi des organismes communautaires, chez nous qu'on appelle les organismes de justice alternative, qui vont peut-être, si les participants acceptent, faire une médiation, une rencontre, et une fois que ces rencontres sont faites, les organismes en question vont rédiger le rapport présententiel envoyé au juge qui, lui, par la suite, va donner sa sanction et sa sentence. Et là, encore une fois, vous voyez que c'est une possibilité de justice réparatrice où la sanction peut être aussi punitive ou restaurative selon ce que le juge va tenir compte dans le rapport présententiel ou les recommandations. Et enfin, on arrive en bout de parcours avec la détention, et en prison, il existe ce qu'on appelle les rencontres détenus-victimes. Il existe au Québec d'ailleurs 2 types de rencontres détenus-victimes. Les rencontres entre groupes de détenus et groupes de victimes, qui sont dites substitutives, donc qui ne sont pas liées par le même événement, mais par la même nature d'événement. Donc, exemple, on va mettre ensemble des détenus qui sont incarcérés pour des infractions à nature sexuelle avec des victimes d'agressions sexuelles. Et il y a l'autre type de rencontre, détenu-victime, où là, c'est une rencontre directe par les gens qui ont été directement liés par le délit, par le crime. À noter que chez nous, et je ne sais pas, on verra dans le panel comment c'est organisé dans d'autres États, mais évidemment, ces rencontres directes n'ont aucune influence sur le processus de libération du détenu, c'est complètement indépendant. Et finalement, au moment de la libération, chez nous, se développe depuis les années 90 ce qu'on appelle les cercles de soutien et de responsabilité. Donc, c'est ce que je vous expliquais précédemment. Ce sont des cercles qui interviennent. Il n'y a pas de rencontre, la victime n'est pas du tout présente, mais c'est en fait un versant pour moi de la justice réparatrice. Pour moi, ce n'est pas de la justice réparatrice, mais ce sont un soutien apporté au détenu qui va être libéré et qui doit signer un plan avec des bénévoles de la communauté et qui va être rencontré à plusieurs reprises. Et c'est un processus qui vise sa réintégration dans la collectivité. Et finalement, le dernier exemple, c'est ce que je vous ai mentionné, la déclaration de la victime. Donc, vous voyez toutes les possibilités avec, si je reprends mes 6 modèles ou orientations de la justice restaurative, vous voyez qu'on est dans des objectifs et des finalités de la justice réparatrice très différentes. Et je vais conclure justement là-dessus pour vous donner en fait un aperçu en conclusion ce qu'on peut y voir. C'est-à-dire que, vous l'avez compris, la justice réparatrice n'est pas un modèle de justice. Il y a à travers ça beaucoup de perspectives, mais très différentes. Il y a un rapport au pénal, il y a un rapport au modèle punitif qui est très différent. Alors, ce que je voulais un peu vous dire dans cette intervention, c'est que
la perspective fondatrice de la justice restaurative, au départ, était effectivement une justice réparatrice qui était très transformatrice, qui était vraiment dirigée à l'endroit de ce fondement punitif du système de justice. Mais cette perspective, c'est vrai qu'elle s'est érodée au fil du temps pour laisser place à une perspective qui voit la justice réparatrice davantage comme un complément à la justice punitive. D'où le titre de mon intervention. On est passé d'une conception très alternative à une conception très complémentaire. Alors, on est actuellement probablement davantage dans les deux cas de figure, mon schéma numéro 1 et mon schéma numéro 2, c'est-à-dire qu'on a dans le premier cas de figure la justice restaurative ou les possibilités de restauration qui sont utilisées comme une alternative au système de justice. C'est le cas de figure des médiations qui se passent dans des processus de déjudiciarisation ou de non-judiciarisation. Donc on est dans ce que je vous mentionnais tout à l'heure, le fractionnement, la bifurcation. On est dans deux circuits. L'État, le système de justice continue à fonctionner d'ailleurs très bien et à plein régime pour s'occuper de la criminalité dite grave de l'heure, et on va déléguer à des organismes de la société civile le soin d'organiser des rencontres, des travaux communautaires, de la médiation. Et j'ai mentionné que c'était plutôt un type d'orientation qui, les travaux le montrent, n'a pas permis de désengorger le système de justice. Au contraire, on va même parler d'un risque d'extension du filet pénal parce que les travaux tentent à montrer que la médiation qui est utilisée dans cette mouvance-là tend plutôt à être utilisée pour des délits qui ne seraient d'ailleurs jamais arrivés à survivre dans un système de justice. Donc, on est en train de constater que finalement, la médiation est appliquée peut-être à des incivilités ou des petites choses qui, autrefois, n'auraient même jamais été retenues à l'intérieur du système de justice. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que la justice réparatrice est développée beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada. D'ailleurs, le Canada souvent est présenté comme un pays modèle par rapport à ça. Mais en revanche, il faut reconnaître que le Canada reste encore un pays où on incarcère considérablement. Donc, on voit que la justice réparatrice n'a eu aucun effet sur le taux d'incarcération. Je pense que le Canada se situe au 15e rang des pays qui incarcèrent le plus. Donc, le deuxième schéma, vous avez compris, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les perspectives réhabilitatives et les perspectives plus victimologiques, où on va développer des rencontres de dialogue, mais à l'intérieur du système. Donc, j'ai mis de côté la justice réparatrice qui continue à fonctionner comme une forme de non-judiciarisation, de déjudiciarisation, et on a à l'intérieur du système introduit des possibilités ou des programmes de réparation. Et le troisième schéma, le schéma, c'est la perspective fondatrice. Et c'est vrai que c'est une perspective qui est de plus en plus rare, mais qui était la perspective fondatrice, c'est de dire on va utiliser la justice réparatrice comme un nouveau modèle qui va venir remplacer le modèle punitif. Et c'est vrai que ce schéma-là, la seule chose que je peux vous mentionner, c'est qu'au Canada, on est actuellement dans une reconnaissance, en fait, de plus en plus grande des systèmes juridiques autochtones. Et c'est vrai qu'on est en train d'assister au Canada en ce moment à peut-être une possibilité de voir ce schéma-là se manifester en ce qui concerne les Autochtones. Et je vais conclure avec ça pour vous dire que moi, ma perspective personnelle, c'est une perspective plutôt dite maximaliste de la justice réparatrice. Je pense que la réparation pourrait supplanter et transformer le punitif. Malheureusement, on confond souvent punir et protéger. Ça ne veut pas dire parce qu'on va mettre quelqu'un à l'écart
qu'on est nécessairement dans un modèle punitif. Au Canada, par exemple, justement en contexte autochtone, existe ce qu'on appelle des pavillons de ressourcement. On ne parle plus de prison, c'est-à-dire qu'on a des pavillons de ressourcement où les auteurs d'infractions graves peuvent être mis à l'écart parce qu'ils peuvent effectivement représenter un danger. Mais l'idée de ces pavillons de ressourcement, ce n'est pas de punir, c'est de prendre soin et d'essayer de faire en sorte qu'on accompagne les personnes pour un mieux-être en vue de leur retour dans leur communauté. Et pour illustrer un peu ça, moi je veux vous raconter, je vais terminer par cette anecdote-là. Moi j'ai fait ma thèse de doctorat dans la communauté de Povunyto, qui est au 60e parallèle, au Nunavik, et je faisais ma thèse sur l'administration de la justice dit du Sud dans le Nord, au Nunavik. Et à chaque fois que je rencontrais des Inuits pour leur demander de me donner leur point de vue, puisque c'était l'objectif de ma thèse, leur point de vue et leur expérience sur le système de justice, je trouvais des équivalents. Je disais, je fais ma thèse sur le système de justice punitive, la justice du Sud. Je trouvais des équivalents pour qu'ils comprennent bien quel était l'objectif de ma thèse. Et j'ai rencontré une jeune femme, Elisapi, qui m'a dit, à un moment donné, elle me dit justice punitive. J'ai dit oui, je fais ma thèse sur la justice punitive et j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. Et puis elle m'a dit, mais justice punitive, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Parce que justice, c'est faire du bien et punir, c'est faire du mal. Donc voilà, je termine là-dessus parce que c'est une parole qui résume assez bien peut-être la perspective maximaliste de la justice réparatrice. Merci. C'est là-bas ? Okay. Merci. Merci infiniment, Mylène, pour cet exposé très, très intéressant et en même temps très visionnaire de ce qu'est la justice restaurative. Alors, on a bien compris que c'était un concept polysémique, qu'on ne s'entendait pas toujours sur quels étaient les objectifs ou quels étaient les différents programmes qui pouvaient entrer sous l'ombrelle de la justice restaurative. Mais j'aimerais bien revenir maintenant, en donnant un peu la parole à M. Bonatesta, le praticien, sur cet objectif de réparation. Finalement, on dit on va essayer de réparer les conséquences de l'infraction chez la victime, peut-être aussi chez l'auteur, peut-être aussi chez leurs proches. Donc ma première question est pour toi, Antonio, comment est-ce qu'on répare la victime d'un viol, par exemple ? Est-ce qu'elle a vraiment un intérêt à des processus tels que la médiation pénale ou des dialogues victime-auteur? Bien, merci. Merci de m'avoir invité à cet impressionnant congrès. Comme Camille m'a présenté, effectivement, je ne suis pas un académique, un académicien. Je suis un praticien qui s'est fortement imprégné de toutes les réflexions criminologiques sur la justice restaurative et qui a tenté d'essayer d'opérationnaliser ces principes en ayant aussi une perspective maximaliste, mais en devant tenir compte des réalités politiques, de ressources et de réticences, etc. Et donc j'essaie de surfer dans ces difficultés-là pour mettre en place un projet, une pratique. Donc je vais dire quelques mots et je vais peut-être répondre un peu indirectement à la question de Camille. J'y viendrai. C'est en définissant un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait donc je suis responsable d'une association qui s'appelle Médiante en Belgique et c'est une association qui regroupe une série de services de médiation restaurative dans toute la partie francophone du pays. J'utilise le terme médiation restaurative, il mérite d'être précisé davantage qu'on met derrière médiation, mais toujours avec cette idée d'en faire une perspective la plus maximaliste, c'est-à-dire réellement d'offrir un espace de dialogue, de participation à toutes les parties impactées par un crime,
Donc offrir cette place de dialogue en gérant les conséquences du crime, mais à tous les niveaux. Et que ce soit sur le plan émotionnel, sur le plan des réparations. Donc on essaie d'écarter un maximum le potentiel de ce dialogue entre l'auteur et la victime, et en élargissant la participation à ce dialogue, non pas strictement à l'auteur et à la victime, mais aux proches, à d'autres parties qui ont été impactées. Un enfant qui assiste au meurtre de sa mère, il a été impacté, alors que maintenant c'est une victime indirecte aussi, mais c'est pour élargir le champ d'intervention. Et donc c'est pour préciser que donc, ce service intervient à la demande directe des parties. Donc un auteur, une victime peut solliciter directement le service. Je précise tous ces éléments-là pour voir comment, effectivement, tout ça a été rendu possible, et en rencontrant vraiment l'intérêt des parties. C'est une démarche, ce dialogue peut intervenir à tous les stades de la procédure et quelle que soit la gravité des faits. Donc pour tous les faits, il n'y a aucun fait qui est exclu. Toute demande est recevable, quel que soit le profil de la victime, quel que soit le profil de l'auteur. On a souvent tendance à dire, ben oui, juste dans un processus de dialogue, il faut que l'auteur soit repentant, soit sincère, et voilà, on élimine ce paramètre, parce que vous verrez la manière dont on conçoit cet espace de communication peut faire fi de cette limite. Une victime, voilà, je réponds un peu indirectement pour ne pas prolonger, une victime qui a été victime d'un abus sexuel, d'un viol ou d'un cambriolage violent, qui a ressenti des émotions très violentes. Un des besoins fondamentaux est soit de comprendre ce qui s'est passé, soit d'exprimer des sentiments assez violents, de souffrance, de haine, parfois de sentiments de vengeance. Et ce besoin peut être exprimé dans un dialogue avec l'auteur, qui lui va le comprendre, parce que il peut se dire, par rapport à ce que j'ai fait, ce type de réaction me paraît normal, et je préfère le gérer de manière encadrée que de me retrouver face à face avec ma victime dans la rue et de faire l'objet de représailles. Donc même dans la violence de ce que la victime peut exprimer, l'auteur peut retrouver son bénéfice aussi et comprendre l'intérêt. Et voilà, donc c'est pour dire que cette possibilité d'exprimer la crédibilité de la démarche passe par la possibilité de permettre à la victime d'exprimer des sentiments qui apparemment ne rentrent pas dans une perspective qu'on pourrait dire restauratrice. Si derrière le thème de restauratrice, on parle de restauration d'un lien, de pardon, d'excuses, etc. Et dans ce cas-là, la victime, peu importe que l'auteur soit repentant ou manipulateur, elle peut trouver son intérêt dans ces dialogues-là. J'anticipe un petit peu parce que là, je rentre déjà dans des considérations plus méthodologiques, et j'aurais peut-être donner un éclairage plus large en quoi cette démarche s'inscrit. Donc je disais, c'est une accessibilité directe pour tout type de faits, comme des violences, abus sexuels, y compris pour des auteurs majeurs avec des victimes mineures, des meurtres évidemment, des accidents de roulage, des accidents de la route qui ont impliqué un conducteur et des victimes, ou lors des accidents de la route qui ont impliqué le décès de la victime ou de blessures graves. Là, il y a un espace de communication qui s'est avéré très, très, très pertinent. Voilà, j'ai un peu anticipé par rapport à l'enjeu de cette réparation, mais c'est peut-être utile de dire aussi comment cela est possible, dans quel cadre, parce que j'imagine que c'est un public de juristes, d'avocats, et donc on ne fait pas ça sur le côté comme ça dans une cour de récréation, en dehors de tout cadre légal. En 2005, une loi est passée en Belgique qui définit dans le Code d'instruction criminelle de nouvelles dispositions en matière de médiation auteur-victime. Et cette loi consacre
la médiation entendue comme cet espace de dialogue à toute fin entre toutes les parties impactées dans un crime, comme un droit, non pas comme une mesure énoncée par un magistrat ou proposée par un magistrat, mais comme un droit offert aux parties. Et non seulement c'est un droit, mais aussi, si c'est un droit, il est important que les parties soient informées. Donc la loi confère aux magistrats non pas un pouvoir décisionnel de sélection, comme il apparaît souvent dans certaines procédures médias, mais comme un devoir d'information pour que les parties soient informées. Et lui-même peut proposer une médiation, mais surtout, il doit veiller à ce que les parties soient informées pour qu'elles-mêmes sollicitent le service. Et concrètement, ça se passe, une circulaire des procureurs généraux a précisé davantage ce dispositif en préconisant concrètement la manière dont les parties sont informées à tous ces stades de la procédure. Ça passe par des courriers qui sont envoyés à tous les stades, lors du dépôt de plainte, avant le jugement ou après lors de la condamnation de peine privative de liberté, pour que la victime ait la possibilité de recourir à une médiation même au stade de l'exécution de la peine. Les auteurs, c'est moins la peine de les informer parce qu'ils sont tous informés en prison par des affiches, par des services sociaux, etc. Donc il y a un appel d'air de la part des prisons. Et c'est important, cet enjeu d'une médiation, d'un dialogue entre détenus et victimes, même au stade de l'exécution de la peine, parce que, et là je réagis un peu, enfin qu'on est en table ronde, c'est bien qu'on ait cet exposé très, très dense de Mylène Jacou, notamment sur la notion de complémentarité. C'est que la loi prévoit effectivement que ce soit un processus qui se développe parallèlement à la procédure judiciaire, mais qui n'est pas étanche. Donc l'idée, ce n'est pas de nouveau d'offrir cet espace de dialogue entre détenus et victimes, même s'ils sont concernés par les mêmes faits, pour qu'ils débattent uniquement d'aspects émotionnels, etc., mais d'aboutir, de faire valoir ce sur quoi ils se sont concertés à l'autorité judiciaire pour rendre la décision judiciaire plus restaurative. Et j'ai un exemple un enjeu plus particulier de cette incidence sur la décision judiciaire. Je parle au niveau du tribunal d'application des peines. Voilà, je me greffe sur l'exemple que donnait Mylène Jacou sur la possibilité qu'il y ait parfois des déclarations de victimes et comme une orientation un peu particulière de la justice restaurative unilatérale, donner la possibilité à la victime de faire part de ses craintes, de ses conditions par rapport à la libération de l'auteur. Et en Belgique aussi, il y a ce dispositif de permettre à la victime d'exprimer, de définir certaines conditions à l'attention du tribunal d'application des peines et dire « je ne veux pas que l'auteur vienne habiter dans mon quartier, etc. » Il n'a pas le droit de se prononcer sur le principe, mais bien sur certaines conditions. C'est un peu dans le sillage de l'affaire Dutroux, un pédophile, que le pédophile ne vienne pas habiter ma rue. Mais en fait, ce dispositif n'a jamais pris le nom de justice restauratrice en Belgique, et heureusement, parce que lorsqu'on a qu'on a offert un espace de dialogue entre auteurs, entre détenus et victimes, au stade de l'exécution de la peine, on s'est rendu compte combien ce dispositif de déclaration de victime était totalement inapproprié. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'intention était bonne. L'attention. Je peux y aller? Oui, parce que je ne connais pas mon temps de parole ici, étant donné que c'est une table ronde, donc j'y vais. L'intention, on peut dire, est louable. C'est vrai qu'une victime, elle ne maîtrise pas les conditions de libération d'un détenu, et donc elle peut se trouver face à face au détenu qui est libéré. Et donc on a voulu prévenir le désarroi de la victime de rencontrer par hasard l'auteur des faits libéré sans qu'elle soit informée, et aussi de tenir compte de et on a mesuré très vite l'impasse, mais elle est encore présente, cette impasse, c'est-à-dire que la victime sollicitée pour
donner son avis sur la libération de l'auteur, sa première réaction est de s'indigner qu'il sort. La deuxième, puisqu'il ne peut pas se prononcer sur les listes, c'est de mettre des conditions maximalistes dans sa sortie, qui ne viennent pas à 100 km de chez moi. S'il y a plusieurs victimes du même fait qui ne viennent pas à la côté 100 km de chez moi, en Belgique, l'auteur, il ne sort jamais. Voilà. Et alors, ce droit offert aux victimes, dans un mouvement d'aide aux victimes, était censé éviter des victimisations secondaires, de ne pas se retrouver face à l'auteur, de pouvoir donner son point de vue, etc. Et on a constaté l'effet inverse. Enfin, pas dans tous les cas, hein, pas dans tous les cas. Lorsque la victime d'emblée met des conditions réalistes, elle peut utiliser optimalement cet outil. Mais dans les autres cas, si elle pose des conditions qui ne sont pas gérables pour le tribunal d'application des peines, qui lui doit aussi prendre en considération le plan de réinsertion de l'auteur, eh bien, il peut dire à certains moments que les conditions offries par la victime sont ingérables, et donc les refuser. Et donc la victime se trouvait victimisée par une démarche qui était censée être mise en place dans son intérêt. Et c'est là que l'espace de dialogue qu'on a offert parallèlement à cette politique qui n'a jamais pris le nom de justice restauratrice, heureusement, cet espace de dialogue, à toute fin, on s'est rendu compte que, quel que soit le type de fait, on rencontre en gros 4 ou 5 besoins auxquels cet espace de dialogue peut répondre à la victime. Classiquement, on dit une victime peut-être qui a subi des dommages, sa première préoccupation est de comprendre ce qui lui est passé, ce qui est arrivé. Et cette compréhension peut venir par différents processus. Le procès peut parfois y répondre, mais il s'avère que dans beaucoup de cas, le procès ne répond pas à cette question fondamentale. Pourquoi ça s'est passé de cette manière-là? Pourquoi moi? Etc. Classiquement, on évoque, et on le retrouve contrairement sur le terrain. C'est dommage que dans cet exposé, c'est difficile d'illustrer de manière concrète par une vidéo, que sais-je, ce témoignage, mais c'est clairement ce besoin est récurrent, et il est souvent couplé, si on n'a pas de questions où on comprend ce qui s'est passé, il est couplé au moins par un ressentiment très fort qu'on veut exprimer à quelqu'un. Alors on peut l'exprimer à un psy, mais souvent ça fait du bien de l'exprimer à l'auteur des faits. Et là, on est dans l'aspect émotionnel, et lorsque la victime comprend que l'espace de médiation, de dialogue peut répondre à ce type de besoin, elle comprend mieux pratiquement en quoi c'est réellement un outil qui lui permet de se reconstruire sur le plan personnel, et ça rejoint un principe fondamental, je crois, de la justice réparatrice lorsqu'elle elle approche la plus-value que ça peut avoir pour les victimes, c'est une notion d'empowerment, c'est de reprendre l'ascendant sur la situation d'impuissance que l'on a vécue. Et cette attention, j'aimerais bien insister que cette attention qu'on a portée aux victimes pour rendre la démarche plus crédible ne fait pas de la démarche un outil en faveur des victimes, exclusivement en faveur des victimes. C'est pour rendre le processus faisable dans l'intérêt de l'auteur. Je reviens sur mon exemple de la libération conditionnelle. Lorsqu'on offre cet espace de dialogue entre détenu et une victime, lorsque la victime a l'occasion, que ce soit dans une rencontre directe ou que ce soit dans une rencontre ou d'un échange sans face à face, pour des parties impliquées dans le même fait, hein, donc ce n'est pas des rencontres détenues-victimes pour des faits analogues, et qu'elle a eu l'occasion d'exprimer certaines choses violentes qu'elle ressentait. Sa réponse à ces questions. D'emblée, cette crainte va s'atténuer. Et une victime qui participe à cet échange n'ira jamais jusqu'à dire « je veux pas qu'il vienne à 100 km de chez moi ». Elle posera des conditions beaucoup plus réalistes. Je comprends, en comprenant quel est son processus de réhabilitation au sein de la prison, en comprenant quels sont ses projets, en comprenant quelles sont ses difficultés, en comprenant ses limites financières, même pour arriver à un accord d'indemnisation, eh bien, elle va amener à un engagement plus réaliste. Et on voit cet exemple-là peut montrer comment, alors que dans le premier cas, l'auteur, la victime se sent victimisée parce qu'on n'a pas tenu compte de son intérêt,
J'ai oublié de dire que si c'était dans le cas inverse, pour un fait médiatisé et que le tribunal tient compte quand même de la victime et empêche l'auteur de sortir, c'est l'auteur qui va visionner, avoir une image de la victime encore plus négative et mettre à mal tout un processus de responsabilisation, de consensus avec la victime. Elle va prendre la victime pour son bourreau qui l'empêche de sortir. Et donc ce travail de dépolarisation amène à un équilibre, un intérêt vraiment des deux parties. La victime est sûre dans un accord de médiation où elle fait part de ses attentes et l'engagement de l'auteur de dire par exemple je ne viendrai pas t'importuner si on se rencontre par hasard dans la rue, ça se passera comme ça. Et ces éléments-là sont transmis au tribunal d'application des peines. Et le tribunal d'application des peines réagit en disant c'est du pain béni ce qu'on m'apporte là. Parce que je ne dois pas choisir entre prendre réhabilitation de l'auteur et la victime, mais un engagement que les deux ont pris et qui me permet de mettre des conditions de libération conditionnelle bien acceptées des deux parties. Voilà, je me suis étendu un petit peu sur cet élément-là parce que pour illustrer un peu, rebondir ce que Mylène disait par rapport à cette vision unilatérale de l'aide aux victimes et qui amène à des impasses et cette perspective d'avoir une approche équilibrée dans l'intérêt des deux parties. Voilà. Je ne m'arrête pas là provisoirement. Ouais, merci beaucoup pour ton intervention qui nous explique à la fois comment ça se passe en Belgique, puisqu'apparemment c'est un droit pour les parties, et puis le résultat, c'est une possibilité finalement pour les autorités pénales d'en tenir compte. Et merci aussi pour ton apport sur ce que ça apporte aux victimes et ce que ça apporte aux auteurs d'infractions. Maintenant, j'aimerais bien entendre le criminologue par rapport à ça. Est-ce que ça marche finalement, cette justice réparatrice? Est-ce qu'on arrive à mesurer un petit peu ses effets? Et puis, deuxième question dans la foulée, comment ça se fait en France? Qu'est-ce qui est mis en place en France? Oui, merci déjà de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est toujours un plaisir de travailler, de discuter avec nos collègues francophones un petit peu partout. Donc, pour répondre à la question, nous, en France, donc, on met en place vraiment de manière un peu plus développée que le simple stade de l'expérimentation depuis 2015, sachant qu'on a une loi qui est intervenue en 2014 et que la toute première expérience qui était des rencontres de détenus victimes très inspirées du Canada, du Québec plus particulièrement, datait de 2010. Bon. Donc pour l'instant, en termes d'évaluation au sens vraiment criminologique du terme et victimologique du terme, on en est encore un petit peu loin dans le sens où on n'a pas encore suffisamment de recul. Ceci dit, nous conduisons, puisqu'à l'IFJR, nous, notre mission, c'est vraiment de faire un appui pour les programmes de justice restaurative, pas à proprement parler d'en mettre en œuvre nous-mêmes, même si ça nous arrive de le faire, mais vraiment dans la logique d'une première expérimentation, recueillir, tester un petit peu le format et ensuite après dans la perspective de le diffuser. Mais donc on a un rôle d'appui et aussi donc d'évaluation de ces programmes. Donc comme je vous disais, pour l'instant on n'a pas suffisamment de recul, mais on a quand même suffisamment d'éléments pour venir un peu corroborer ce que l'on peut voir dans des recherches qui sont conduites sur des périodes beaucoup plus longues dans d'autres pays, notamment en Amérique du Nord ou même en Europe. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que du côté des victimes, et d'ailleurs ça rejoint tout à fait ce que disait Antonio, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive aussi les victimes à intégrer ce type de dispositif-là, de rencontre, c'est vraiment un besoin de reconnaissance. Et le discours des victimes, c'est souvent de considérer que même si le procès pénal a pu bien se passer, et même si c'est assez rare dans le profil des personnes qui ont participé à des mesures de justice restaurative, même dans les cas où le procès s'est bien passé, où ils ont le sentiment d'avoir été écoutés, entendus, la reconnaissance n'est qu'une reconnaissance abstraite. De la part du peuple français, puisque les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ce sont des magistrats qui rendent les mesures, les décisions. Ils sont représentés par des avocats dans un processus contradictoire. Et souvent, le discours de ces personnes, c'est de dire ça s'est un peu passé sans moi.
j'ai pas tout compris. Voilà. Et d'ailleurs, la même chose du côté des auteurs aussi. Les auteurs disent aussi, voilà, j'ai pas tout compris ce qui se passait. Finalement, les choses se sont déroulées. J'étais l'objet d'une procédure et pas le sujet. Vous voyez. Et c'est vrai qu'effectivement, la justice restaurative et l'angle sous lequel la France l'a introduite, c'est dans le Code de procédure pénale un article 10-1, donc vraiment dans la partie préliminaire du Code de procédure pénale, et qui prévoit notamment que ces mesures de justice restaurative sont possibles dans toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, sans qu'on distingue véritablement selon le type de mesure de justice restaurative, mais aussi selon le type d'infraction. C'est possible aussi bien pour des crimes graves que pour des délits graves, ou même, pourquoi pas, des contraventions. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, après, la pratique, c'est plutôt sur des infractions graves, délits graves, voire crimes. Et donc, dans ces situations-là, les personnes, même il y a eu des procès d'assises, il y a eu des experts, voilà, tout cela permet d'avoir une vision très objectivée, mais très abstraite en même temps, de ce qui s'est passé de l'infraction. En permettant un espace de dialogue où la victime va rencontrer l'auteur et l'auteur rencontrer la victime, vont pouvoir mettre un visage, s'exprimer avec leurs propres mots et avoir un rôle d'acteur dans ce dispositif-là. Ce qui va faire que les résultats, les échanges vont paraître tout de suite énormément plus concrets. Et cette réparation qui est donnée par l'auteur à l'égard de la victime, ne serait-ce qu'en montrant une certaine compassion, une empathie à l'égard de la victime, en montrant qu'il a compris ce qu'elle vivait, et en permettant à l'inverse à la victime de pouvoir exprimer ce qu'elle a ressenti, le vécu, et notamment le fait aussi que les répercussions de l'infraction, on parlait des conséquences, des répercussions de l'infraction ne s'arrêtent pas simplement à l'acte commis, mais vont bien au-delà, toute la vie bascule, et d'ailleurs aussi c'est souvent le cas pour l'auteur aussi. Cette prise de conscience est aussi un élément important de cette réparation pour les victimes. Parce que, donc, comme je disais, il y a ce besoin de reconnaissance, il y a ce besoin de réparation, montrer qu'on a pu faire face à l'auteur, qu'on a pu lui faire comprendre et qu'en face, l'auteur a pu comprendre. C'est aussi un moyen de s'assurer que, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent dans le discours des victimes, c'est plus jamais ça. L'idée, c'est de faire cette démarche pour qu'il ne recommence pas, ou que dans des processus type rencontre détenu-victime, puisque ce sont des victimes et des auteurs qui sont pas liés par les mêmes faits, mais par des faits similaires, que ces auteurs ne recommencent pas. C'est vraiment quelque chose qui est aussi déterminant, et que, à cet égard, les victimes aussi ont le sentiment que les auteurs ne vont pas recommencer. Donc ça, c'est, entre guillemets, les objectifs et les attentes des participants victimes dans ce dispositif-là sont atteints de ce point de vue. On a constaté aussi des diminutions du sentiment de honte, de culpabilité, parce que c'est plus facile de retrouver une certaine maîtrise des faits face à une certaine impuissance au moment de l'infraction qu'en pouvant, s'auto-attribuant la responsabilité des faits. De la même manière, diminution de la peur du crime, et vraiment le sentiment que la justice est rendue. En tout cas, justice est faite. J'ai retrouvé. Et finalement, cette justice, c'est la régulation du conflit. C'est-à-dire que le conflit est passé d'une expression violente à une expression plus apaisée. On est dans une régulation, ce qui est l'objectif aussi de la justice. Du côté des auteurs, on se rend compte que les auteurs sont aussi beaucoup tournés vers les victimes. La première motivation des auteurs, c'est de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il en est pour la victime. Et d'une certaine manière, on pourrait se dire que c'est un objectif très altruiste, mais c'est aussi tourné vers eux-mêmes, dans le sens où c'est s'assurer que ce que j'ai fait n'a pas eu un impact trop important et que la personne peut continuer à vivre, etc. Et c'est souvent se rendre compte qu'en réalité, ça ne s'arrête pas à l'acte, ça va bien au-delà, mais d'un autre côté, en ayant pu participer à cette prise de conscience-là, il a le sentiment de réparer la victime. De la même manière, on a aussi beaucoup des personnes qui vont davantage se projeter vers l'avenir, des personnes qui ne s'autorisaient pas à envisager tout ce qui était libération, etc., ou ne s'envisageaient pas
après la libération, comme étant des acteurs de la société, en ayant une place, mais s'imaginer forcément être dans une logique de rejet de la part de la société, mais aussi eux-mêmes ne pas s'autoriser à y prendre part. La découverte, la rencontre avec la victime, mais aussi avec les bénévoles qui sont aussi des membres de cette collectivité, ça leur permet, puisque dans ces rencontres-là, il peut y avoir parfois des bénévoles, des personnes qu'on appelle membres de la communauté et qui sont là dans une logique de soutien, de solidarité, aussi bien à l'égard de la victime que de l'auteur. C'est aussi la découverte pour l'auteur de se rendre compte qu'il n'est pas forcément toujours rejeté. Donc ça, c'est très intéressant. En termes de dynamique de réinsertion après, on a constaté là qu'on avait des auteurs qui allaient beaucoup plus s'investir après être passé par une mesure de justice restaurative, dans le processus d'exécution de la peine, investir davantage la peine, mais plutôt comme une logique de sanction, et pas forcément comme quelque chose d'imposé, auquel il faut se soumettre bon gré mal gré, mais vraiment plus comme une opportunité. Ce qui, du coup, même si en France, on est dans une logique de complémentarité, mais assez scindée, vraiment de parallélisme, la justice restaurative et la justice pénale sont complémentaires, mais, entre guillemets, n'interfèrent pas l'une sur l'autre. La participation à une mesure de justice restaurative ne peut pas générer aucun avantage sur le plan procédural, aussi bien pour la victime que pour l'auteur. Et donc c'est vrai qu'effectivement dans cette perspective, pour l'instant, mais je dis bien pour l'instant parce que je pense que c'est quelque chose qui pourra arriver un peu plus tard, envisager un accord qui serait produit devant le juge et dans lequel le juge en tienne compte, pour l'instant, ce n'est pas véritablement possible. Mais on peut très bien imaginer que par contre, en étant inscrit, après avoir participé à cette mesure de justice restaurative, l'auteur, en s'investissant davantage en mobilisant davantage la sanction comme une opportunité, va s'inscrire davantage dans des profils qui vont être valorisés par l'administration pénitentiaire, y compris à l'égard du juge. Donc on voit quand même des impacts en termes d'aménagement de la peine. Bon, pour l'instant, encore une fois, comme je vous dis, on manque un peu de recul là aussi. Il faut suivre ça sur des périodes longues pour vraiment avoir un impact. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour résumer, on voit que victimes et auteurs, en réalité, leur réparation, leur restauration, dépend l'un de l'autre en réalité. C'est la victime, en acceptant la réparation et la démarche de l'auteur envers elle, et d'une certaine manière va contribuer aussi à la réparation de l'auteur, qui va être réinvesti comme une personne humaine, qui peut avoir de l'estime pour lui-même, ce qui va forcément jouer aussi dans son parcours de réinsertion. Et la victime, en étant réparée par l'auteur, parfois même tout simplement en ayant été écoutée, en étant reconnue comme telle, va pouvoir aussi avoir cette réparation, même si elle n'est que symbolique, parce que bien souvent, on ne peut pas aller au-delà. On est bien souvent dans des situations, la justice restaurative, pour l'instant en France, est très largement pratiquée au stade post-sententiel pour des majeurs. Pour l'instant, on commence à envisager des programmes qui s'inscriraient plus dans une perspective présententielle, mais dans la mesure où il n'y a pas l'objectif qu'elle puisse avoir un impact sur la procédure, ce serait vraiment toujours dans un processus parallèle à cette procédure pénale. Bon. Donc on voit vraiment que cette double dimension, victime-auteur, se répare mutuellement. Quelque chose qui va être aussi à l'origine de la démarche des personnes. À mesure qu'on a commencé à parler de justice restaurative en France, on a eu de plus en plus de professionnels qui nous disaient « bah oui, il y a des victimes qui vont en détention pour rencontrer l'auteur, pas toujours dans des dynamiques familiales. On a aussi des auteurs qui adressent des lettres, des courriers, qui cherchent à entrer en contact avec les victimes. » L'objectif de la justice restaurative, à cet égard, en tout cas tel qu'on la conçoit, c'est vraiment tout simplement de dire cet espace de dialogue, il est possible, et au regard des bénéfices qu'on peut en attendre, sans forcément dire aux victimes ou aux auteurs vous allez rechercher ces objectifs-là. On leur dit cet espace de dialogue, il vous appartient. Tout ce que l'on fait, et tout ce que l'on garantit à ces personnes, c'est que cet espace de dialogue, il va être sécurisé et sécurisant. Et je dirais que ça rejoint ce que disait Antonio, c'est vraiment cette dimension d'accompagnement de la démarche des personnes et qui est importante dans ce processus de réparation et dans la satisfaction aussi de ces attentes-là.
C'est en étant accompagnées aussi dans cette démarche qu'elles se sentent davantage écoutées, davantage soutenues, ce qui n'est pas toujours le cas dans le cadre de la procédure pénale, dans la justice dite punitive, où là on va positionner dans un rapport gagnant-perdant. Il va y en avoir un qui va être condamné, l'autre qui va être réparé, mais indemnisé. Dans la justice restaurative, on va avoir une personne, les deux qui vont travailler ensemble dans ce même objectif. On est dans une logique où, avec les conditions qui sont posées de reconnaissance préalable des faits, de volontariat, on inscrit dès le départ victime et auteur dans cet espace de dialogue sincère, ce qui change complètement la donne. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer à discuter, mais malheureusement, on est un petit peu contraint par le temps. Merci en tout cas de nous avoir donné la vision belge de la justice réparatrice, où on voit qu'on a vraiment ce droit, cet accès à tous les stades de la procédure et la possibilité pour les autorités pénales d'en tenir compte, qui en tiennent effectivement compte. La France qui en est peut-être un peu plus au début, où on fait pour l'instant de la justice restaurative en parallèle avec la justice pénale et des frontières qui sont peut-être pas aussi poreuse qu'on pourrait le souhaiter, avec cette perspective de développement, et puis cette vision canadienne, québécoise, où on a vraiment un accès à la justice restaurative peut-être très large, mais en même temps pas suffisamment pour concerner tous les auteurs et toutes les victimes d'infractions. Merci à vous trois d'être venus. Je pense que vous serez encore là pour le reste de la journée pour répondre à d'éventuelles questions. Avant de clore ce panel pénal, je dois appeler sur scène des représentants de la Fondation d'IDées qui s'occupe de la dignité des détenus et qui voulait faire une petite annonce. Ils sont là. Bien, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du congrès de nous permettre de présenter notre fondation. On peut passer au slide suivant. Alors, la fondation d'IDées, qui signifie Dignité en détention, est une fondation genevoise qui a été créée il y a 26 ans maintenant par d'anciens délégués du CICR. Sa mission est d'améliorer le sort des plus vulnérables en détention, c'est-à-dire les mineurs et les femmes, et de favoriser leur intégration. Pour ce faire, la Fondation a développé, on peut passer au slide suivant, la Fondation a développé un certain nombre d'axes sur lesquels elle travaille. Alors, le premier axe, c'est encourager la formation professionnelle, enfin l'éducation et la formation professionnelle. Nous avons constaté que beaucoup de mineurs et de femmes en détention ont souvent une scolarité très basique, voire même pas de scolarité du tout. Donc, on leur offre la possibilité de rattraper leur cursus scolaire et ou de faire une formation professionnelle dans différents métiers, comme la maçonnerie, la soudure, la couture, la menuiserie, la coiffure. Nous avons obtenu de l'État rwandais que nos apprentis incarcérés puissent faire les mêmes examens, les examens d'État, donc les mêmes examens que les apprentis à l'extérieur. Les résultats ont été très convaincants. Et nous avons eu la surprise et la grande joie d'apprendre que nos apprentis qui ont obtenu leur diplôme ont été amnistiés par le président de la République. Donc, ce qui était évidemment un encouragement assez extraordinaire pour nous. Le deuxième axe, c'est le développement de l'acquisition de compétences individuelles et sociales. Nous nous sommes assurés la collaboration de psychologues qui réalisent ce deuxième objectif au moyen de prise en charge groupale sous forme de groupes de discussion, de groupes de parole, ou bien ce qu'on a appelé le théâtre forum, qui sont
qui est une forme de psychodrame où les participants amènent un sujet qui les préoccupe et c'est mis en jeu et puis ça suscite après une discussion, ce qui leur permet de peu à peu au fil du temps d'élaborer leurs difficultés psychologiques. Il y a également dans cet axe-là des groupes d'expression corporelle qui ont été mis sur pied. Le troisième axe, accompagner les cas les plus vulnérables par un suivi psychosocial. Le personnel pénitentiaire a été sensibilisé aux symptômes que pouvaient présenter les détenus. Et si un détenu nous est signalé, il a la possibilité d'obtenir un suivi individuel par des psychologues cliniciens. Les psychologues interviennent aussi en cas de crise dans le cadre de la prison, aussi bien pour soutenir les détenus que le personnel pénitentiaire. Le cinquième axe, stimuler les liens de sociabilité et de solidarité. Cet axe-là se travaille par les activités sportives, des groupes de chant, des groupes de danse ou des groupes de musique. Un point très important, et le sixième, c'est retrouver et consolider le sentiment d'appartenance à une famille, à une communauté. La Fondation favorise ou rétablit les liens familiaux, donc en participant, en aidant les familles les plus démunies à venir visiter leurs détenus, en payant par exemple les tickets de bus pour que les gens puissent se déplacer et maintenir ce lien, ce qui évidemment est particulièrement important pour la réinsertion à la fin de la peine. Pour les détenus qui quittent la prison, ceux qui ont fait un apprentissage reçoivent un petit kit professionnel, ce qui leur permet de débuter une petite activité lucrative et de gagner ainsi un petit peu leur vie. Pour ce qui est du suivi à l'extérieur, nous collaborons avec une association locale qui effectue concrètement le suivi en allant visiter les gens une fois qu'ils sont de retour dans leur famille. Et le dernier point, assurer la pérennité de l'action des professionnels intervenant dans les prisons par le développement de modules de formation et d'outils de référence. Là, on assure également la formation et l'encadrement du personnel pénitentiaire et des partenaires locaux. Nous avons également développé différents modules de formation et trouvé des outils, fourni des outils en traduisant par exemple certains questionnaires dans Kinyarwanda. Alors, en 2018, après une période de transition, le programme mis sur pied dans la prison de Nyagatare, donc c'est une prison pour mineurs, ce programme a été repris par l'État rwandais et en reprenant tous les points qui ont été mis en place par la Fondation. Actuellement, la Fondation travaille dans une autre prison du Rwanda, la prison de Ngoma, qui est une prison pour femmes, avec les mêmes critères que je viens de vous énumérer, avec un complément, parce qu'on a été très touchés par la situation des enfants, des petits-enfants qui vivent avec leur mère. La loi rwandaise permet aux mères de garder leurs enfants en bas âge jusqu'à l'âge de 3 ans. Et ensuite, ils doivent quitter la prison. Et souvent, cette séparation avec la mère est tout à fait brutale. Et ces enfants sont parachutés au mieux dans leur famille d'origine qu'ils ne connaissent souvent pas, ou dans des familles d'accueil, ou encore dans des orphelinats. Et ce que nous avons constaté, c'est que cette séparation est complètement traumatique parce que les enfants vivent vraiment 24 heures sur 24 avec leur mère dans la prison et tout d'un coup, ils sont séparés. Donc, nous avons mis sur pied un programme qui commence dans la prison avec la création d'une crèche, ce qui permet
déjà une première séparation des enfants avec leur mère et leur socialisation, et puis ce qui permet aussi aux mères de suivre des cours de formation ou d'éducation. Et on crée aussi le lien entre la future famille d'accueil et les enfants de manière à ce que cette séparation avec la mère soit la moins traumatisante possible. Voilà, une courte présentation de notre fondation et de notre travail. Nous sommes au fond de la salle, au fond du hall. Si quelqu'un a des questions particulières, on sera très content de lui répondre. Et puis je vous remercie de votre attention.